Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui abordera un sujet plus spirituel que mes prédictions habituelles et qui me tient particulièrement à cœur. Il existe en Inde une tradition millénaire, les nadis, que l'on pourrait résumer comme une lecture de vie sur feuilles de palmier et qui d'ailleurs ressemble plutôt à de petites plaques qu'à de véritables feuilles. Selon cette tradition, le destin d'un certain nombre de vies humaines aurait été écrit il y a des siècles, on parle d'au moins 1500 ans, par des sages appelés rishis, non pas pour enfermer l'être humain dans un destin figé, mais pour l'aider à mieux comprendre son chemin. J'ai eu la chance d'avoir accès à ma feuille et je n'ai jamais vu quelque chose avec une telle précision. Tout y était. Le nom de mes parents, mes enfants, ma vie affective et professionnelle, mes vies antérieures et ma vie future. Cela a été une expérience d'une profondeur incroyable, et c'est précisément pour honorer cette sagesse authentique que je n'ai pas voulu vous en parler seul. J'ai souhaité donner la parole à ceux qui font vivre cette tradition, et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Dr Kiyu, fondateur de l'Indian Palm Leaf Reading Institute, pour nous expliquer l'origine, le sens et la portée spirituelle de ces manuscrits anciens. Bonsoir Dr Kiyu, je suis vraiment ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour depuis Phoenix, Roy. Pour débuter, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous, sur votre parcours, et également nous présenter le Palm Leaf Reading Institute. Bien sûr, merci de m'avoir invité dans votre émission et de me permettre de parler de cette sagesse ancienne et puissante que l'on appelle en Occident la lecture des feuilles de palmier indiennes. C'est un terme que nous avons créé pour lui donner un nom littéral, afin de faciliter la compréhension pour les personnes en Occident, car c'est quelque chose d'assez complexe et qui reste encore très secret ici. En Inde, personne n'appelle cela Indian Palm Leaf Reading. Évidemment, quand on entend indien, on pense à l'Inde, et palm leaf fait référence à une feuille de palmier. En principe, on comprend qu'il s'agit d'une feuille de palmier, et non de la paume de la main. Et pourtant, nous recevons encore beaucoup de messages de personnes qui le disent. Pouvez-vous interpréter mes lignes de la main ? Non, nous ne faisons pas ça du tout. La lecture suppose qu'il existe un message. Mais en Inde, on appelle cela la lecture Nadi, le Nadi Shastra, l'astrologie Nadi, le Jyotish. Il existe énormément de noms pour cette pratique. Si vous me demandez aujourd'hui, après 12 ans d'expérience, le nom le plus approprié, même si les autres sont aussi corrects, serait Nadi Shastra. Shastra signifie, pour simplifier, un guide, un document, un traité, quelque chose comme ça. Lecture Nadi est aussi correcte. Astrologie Nadi l'est également, même si ce n'est pas de l'astrologie au sens strict. C'est plus vaste que l'astrologie, ce que je pourrais expliquer un peu plus tard dans cette interview. Que signifie Nadi ? Nadi a aussi plusieurs significations. Par exemple, Nadi veut dire feuille, d'où l'expression Indian Palm Leaf Reading. Nadi veut aussi dire chercheur, celui qui cherche. Vous étiez un chercheur lorsque vous avez fait votre lecture, et moi aussi. C'est la personne qui vient chercher l'information inscrite sur la feuille. Mais Nadi signifie aussi pouls. En yoga, par exemple, les nadis sont des canaux d'énergie représentant la vie. Nadi signifie également le moment exact dans le temps où le message est révélé au chercheur, ni un jour avant, ni un jour après. Donc quand vous avez eu votre lecture, vous étiez en Nadi. Et quand j'ai eu la mienne, qui m'a littéralement bouleversé, sinon je ne serais pas ici 12 ans plus tard à en parler, c'était aussi mon Nadi. Je n'avais pas de grandes attentes en faisant cette lecture, si ce n'est de tenter de briser ce cycle infernal qui me conduisait sans cesse à l'hôpital. J'ai passé plus de temps à l'hôpital que la plupart des gens. J'ai eu un cancer quand j'étais adolescent, de 16 à 19 ans. J'ai passé 6 mois hospitalisé sur 3 ans. Opération, chimiothérapie, radiothérapie, tout y est passé.
Quand j'ai été hospitalisé à 16 ans, mon oncologiste, qui est devenue une très bonne amie et qui, grâce à Dieu, est toujours en vie, je la vois encore aujourd'hui, presque 40 ans plus tard. Et là, je viens de révéler mon âge. De 1986 à 1989, j'étais à l'hôpital. En 1986, Tchernobyl a explosé. Certains parmi vous sont peut-être assez âgés pour s'en souvenir. À l'époque, c'était en URSS, aujourd'hui en Ukraine, encore un pays meurtri. L'explosion a eu lieu en avril 1986, et le nuage nucléaire s'est déplacé au-dessus de l'Europe centrale, y déposant ses retombées radioactives. À ce moment-là, je vivais à Vienne, en Autriche. Ma mère est autrichienne. Mon père est perse. J'ai grandi en Iran, en réalité, avant de devoir fuir l'Iran en 1979, lors de la révolution iranienne. Là aussi, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être. J'ai grandi dans l'abondance, vraiment. Mon père était très riche. Mais la révolution a tout changé. Nous nous sommes retrouvés avec 4 valises, rien de plus. De propriétaires d'une villa avec domestiques, chauffeurs et nourrices, nous sommes devenus des réfugiés, entassés dans l'appartement de ma grand-mère à Vienne. En vivant là-bas, j'ai été exposé aux retombées de Tchernobyl, et j'ai fini à l'hôpital. Je me disais, mon Dieu, pourquoi moi? Je ne comprends pas pourquoi je mérite ça. Je suis juste un enfant. 3 ans plus tard, quand on m'a annoncé que j'étais en rémission, je me suis encore dit, mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu alors que d'autres sont morts? Car j'ai passé beaucoup de temps dans un service d'oncologie et j'ai vu des gens mourir. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu? Ces 3 années ont été extrêmement formatrices pour moi. La révolution et notre fuite d'Iran m'ont appris, avec le recul, une leçon spirituelle, l'impermanence de la vie. Rien ne reste jamais pareil. On ne peut pas compter sur ce que l'on a aujourd'hui pour l'avenir. Le cancer et les années passées à l'hôpital m'ont appris la mortalité. Nous avons tous une date d'expiration, à un moment ou à un autre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon chemin spirituel, dès l'âge de 19 ans. Et j'ai tout essayé, absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Ça fait combien d'années maintenant depuis mes 19 ans? 45, 35, 36 ans? Des chamans en Amazonie, au Reiki, aux soins énergétiques, aux retraites de méditation, à la psychothérapie de groupe. Tout, vraiment. On m'en parlait, je le faisais. Quelqu'un m'a parlé de Vipassana. Et hop, je suis parti passer 2 semaines en silence complet dans une retraite de méditation Vipassana. Et puis, il y a maintenant 12 ou 13 ans, j'ai attrapé un virus qui m'a attaqué, sans que je le sache à l'époque. À ce moment-là, je vivais déjà à Budapest, car j'avais rencontré une fille, Amy, c'est son nom. C'est ma meilleure amie. Et c'est avec elle que nous avons finalement créé cet institut. C'est elle qui m'a parlé des lectures Nadi. J'avais de la fièvre, des frissons, et elle m'a dit « Ça ne sent pas bon, on devrait retourner à Vienne, à ton hôpital de lutte contre le cancer, parce que ce n'est pas normal. » Donc, je suis allé là-bas, et ils m'ont examiné. J'ai un petit statut VIP là-bas, évidemment, puisque j'y étais enfant. Je connais encore tout le monde, les infirmières, les médecins qui étaient jeunes à l'époque et qui sont aujourd'hui chefs de service, bientôt à la retraite. Ils me connaissent. Ils m'ont dit « Oh mon Dieu, docteur Kiyu, que vous arrive-t-il encore ?» Et moi j'ai répondu « Écoutez, ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez me faire des examens ?» Et quelques heures plus tard, ils m'ont dit « Oh mon Dieu, ce n'est pas bon. Vous devez rester ici. Vous avez une inflammation du muscle cardiaque. » J'ai dit « Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dois prendre un avion pour Francfort dans 3 jours. » Je me souviens du cardiologue me criant presque dans l'oreille « Docteur Moyad, je ne pense pas que vous compreniez. Vous pourriez mourir. Vous devez rester ici. » Alors je suis resté. Et ce jour-là, quand je suis entré à l'hôpital, je me suis effondré. Ma fièvre est montée à 42 degrés, 108 Fahrenheit, très, très élevé. On met dans un état délirant. On ne sait plus si on est dimanche ou lundi, matin ou soir, on ne sait plus rien. On m'a diagnostiqué une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. C'est très dangereux, on peut en mourir. Il peut y avoir de l'eau autour du cœur, de l'eau dans les poumons, une pneumonie. Je ne savais rien de tout ça, parce que je suis plutôt en forme. Je prends soin de moi, surtout après le cancer. Je fais beaucoup de sport tous les jours. Et il n'arrivait pas à faire baisser la fièvre.
Alors, ils m'ont transféré en soins intensifs. Et à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Toujours à finir à l'hôpital, avec des tuyaux dans la gorge, des aiguilles dans les veines. Ma compagne de l'époque, Amy, est venue me voir en réanimation. Elle a dû me laver d'ailleurs. C'est une expérience très humiliante. Quand on ne peut pas bouger et que quelqu'un doit vous laver, ça vous apprend quelque chose aussi, l'humilité. On a discuté et je lui ai dit, je pense que tout ça a à voir avec le karma. Parce que dans cette vie, si je peux me permettre, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas obsédé par l'argent, je veux faire de bonnes choses. Et elle m'a répondu, oui, peut-être que tu devrais faire une lecture. Ça s'appelle les lectures Nadi. Je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est ? Elle m'a expliqué qu'elle en avait entendu parler à la radio ou à la télévision hongroise, dans un documentaire. Je lui ai dit, c'est incroyable. Si je survis, si je sors d'ici vivant, je ferai une lecture. Et j'ai survécu. 1 mois plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Mais il m'a fallu des années pour me remettre de ce seul mois. Parce que ce virus m'a laissé un cadeau, une fasciite chronique. Cela signifie que les muscles et les tissus autour des os deviennent rigides. Il n'y a plus de lubrification. Tout se bloque. On devient raide. Heureusement, mon frère est chirurgien orthopédiste. Pas un boucher, mais quelqu'un d'ouvert aux médecines alternatives aussi. Il m'a dit, « Frère, il faut faire quelque chose. Si tu ne recommences pas à bouger ton corps rapidement, on devra ouvrir chaque fascia chirurgicalement, ce qui veut dire énormément d'opérations. Sinon, tu resteras raide toute ta vie. » Je vous assure, quand je suis sorti de l'hôpital, je ne pouvais même pas lever le bras. C'était trop douloureux, complètement bloqué. Et puis, après 1000 heures, je n'exagère pas, 1000 heures de médecine alternative. Acupuncture, thérapie myofasciale, massage, yoga, natation et bien d'autres choses, j'ai finalement pu remarcher et bouger normalement. Aujourd'hui, je vais bien. Mais c'est chronique. Si je ne bouge pas, tout se rebloque. Donc, si je partage tout cela avec vous, c'est simplement parce que je suis un être humain, comme vous tous. J'ai mes problèmes, surtout des problèmes de santé. Et vous aussi, vous avez des problèmes. Nous en avons tous, d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes ont des difficultés relationnelles, des problèmes d'argent, d'autres cherchent à être alignés avec leur âme dans leur travail, à savoir quoi faire de leur vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils qui peuvent vous aider soit à dépasser les blocages auxquels vous faites face, soit à vous guider pour trouver votre véritable moi, afin d'être en alignement avec votre âme. C'est pour cela que j'ai fait une lecture. Et la seule raison pour laquelle je l'ai faite, c'était pour briser ce cycle, ce cercle vicieux, qui me faisait finir à l'hôpital plus souvent que la plupart des gens. Et bien sûr, cette lecture m'a complètement bouleversé. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était très, très différent et d'une précision incroyable. Et dans une phrase, presque en passant, ce n'était même pas le message principal, le lecteur a dit quelque chose. Il ne parlait pas du tout anglais, donc il y avait un interprète qui traduisait en anglais, ou plutôt en English, cet anglais très fortement teinté d'accent indien. Et je me souviens m'être dit, « Qu'est-ce que vous venez de dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Je n'avais pas le guide que vous avez eu, vous, lors de votre lecture avec nous. Nous appelons ces personnes des modérateurs. Ils aident à comprendre et à avoir une vision d'ensemble. Moi, j'ai vraiment dû me concentrer pour saisir le sens. Et dans une phrase, le lecteur a dit « Oh, vous allez apporter cela en Occident. » Et moi, quoi ? Regardez-moi, je suis un type tout à fait normal d'Occident. Je n'ai rien à voir avec l'Inde. D'accord, j'aime la nourriture indienne, j'aime les plats épicés, je fais du yoga, je médite, oui. Mais à part ça, je suis juste un voyageur. Je n'ai aucun lien particulier avec l'Inde. Et pourtant, 13 ans après ma lecture, me voilà aujourd'hui à diriger ce que je n'aurais jamais imaginé, le plus grand institut de lecture Nadi au monde, proposant des consultations depuis chez soi, sans avoir besoin d'aller en Inde. Je suis quelqu'un de très enthousiaste dans tout ce que je vis. Quand je découvre quelque chose, je le partage, je raconte mes expériences. Quand je vais voir des chamans en Amazonie, j'en parle. Mes amis sont toujours curieux de mes aventures. Donc, j'ai parlé des lectures Nadi aussi.
Et mes amis et ma famille ont dit « Oh mon Dieu, génial, je veux en faire une aussi ». Et je répondais « Pas de problème, on y va, on prend des billets et on part ensemble ». Et c'est là que j'ai réalisé que pour la plupart des Occidentaux, l'Inde est une destination impossible. 80 à 90% des Occidentaux n'iront jamais en Inde, pour 1000 raisons. La nourriture est trop épicée, il fait trop chaud, trop humide, il y a trop de moustiques, ou je ne sais quoi encore. Alors je me suis dit, peut-être qu'on peut faire ça en ligne. J'ai demandé au lecteur, tu as Skype? On peut faire ça sur Skype? Et il a répondu, oui, bien sûr, on peut essayer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Des appels Skype pour aider mes amis et ma famille à faire une lecture sans avoir à se rendre en Inde. Donc, voilà un peu pour moi, et un peu pour l'Institut. Au fil des années, tout cela a énormément grandi pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Et tout est parti d'une simple intention, faire quelque chose de bien, aider les gens. Aujourd'hui, chaque lecture nous permet, Roy et moi en avons parlé, d'aider des personnes dans le besoin. Nous soutenons un orphelinat, et bientôt plusieurs orphelinats en Inde, avec l'argent généré par chaque lecture. Personnellement, je ne gagne pas d'argent. Je ne gagne toujours rien avec le travail de l'Institut. Je fais cela comme un travail de bon karma. J'ai toujours un autre métier, qui m'oblige à beaucoup voyager. Et pourtant, nous voilà ici à parler de cette sagesse magnifique, ancienne et puissante qu'est le Nadi Shastra. Je vous ai expliqué où j'en suis et ce qu'est l'Institut. Et si vous le souhaitez, nous pouvons maintenant aller beaucoup plus en profondeur sur ce que c'est réellement. Oui, c'est exactement ce que nous allons faire. Et pour ceux qui nous écoutent, nous mettrons en description un lien vers l'un des orphelinats. Oh, c'est super, merci beaucoup. Et je dois dire que, pour ma part, j'ai décidé de reverser une partie de mes revenus à cet orphelinat. Je sais, merci infiniment. Je pense que cela fait aussi partie de notre mission. C'est très gentil de ta part. L'orphelinat que tu soutiens, si je peux juste expliquer un peu la géographie, se situe dans un État. L'Inde est un système fédéral, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, etc. Et l'État le plus au sud s'appelle le Tamil Nadu. C'est différent de la France, par exemple, qui n'est pas un État fédéral. Le Tamil Nadu se trouve donc à l'extrême sud du pays. Les habitants de cet État sont les Tamouls. On pourrait dire que c'est un pays dans le pays. C'est un État vraiment à part. Par exemple, même les Indiens qui visitent le Tamil Nadu doivent souvent revenir à l'anglais, car les Tamouls n'apprennent pas le hindi à l'école. Or, le hindi est la langue commune dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants. Les Tamouls parlent le tamoul chez eux. Donc même un Indien visitant le Tamil Nadu a parfois besoin de parler anglais. Et inversement, quand les Tamouls sortent de leur État, qui est immense, ne vous méprenez pas, il y a environ 85 millions de personnes rien que dans cet État. C'est un territoire allongé, un peu comme la Californie, mais 2 fois plus peuplé, plus grand que la France à lui seul. C'est vraiment un pays dans le pays. Si tu me demandes mon avis, c'est aussi l'État le plus spirituel. On m'a dit qu'il possède le plus grand nombre de temples par habitant. Dans cet État, la capitale s'appelle Chennai, anciennement Madras. Et si tu voyages environ 5 heures vers le sud, tu arrives dans la zone centrale où tout a commencé il y a 2, 3, voire 4000 ans. Vaiteswaran Koil est une petite ville où, selon la légende, les Maharishis se sont assis en méditation, se sont connectés aux archives akashiques et ont téléchargé les messages destinés à chaque âme individuelle, qu'ils ont ensuite inscrits sur des feuilles de palmier. Il y a Chidambaram, Vaiteswaran Koil, Trichy, et un peu plus loin, peut-être à 1 heure de vol, Salem, selon la prononciation. Et c'est dans cette région que se trouve l'orphelinat que tu soutiens via ton site. Je voulais juste donner une idée aux gens de l'endroit. Donc c'est un État allongé. Tout au nord se trouve Madras ou Chennai, la capitale, puis en descendant 5 heures vers le sud, on passe par une ancienne colonie française, ce qui peut t'intéresser, Puducherry, anciennement Pondichéry. C'est un État dans l'État, avec son propre gouverneur, mais entièrement entouré par le Tamil Nadu.
Et encore plus au sud, c'est là que tout se passe. Je voulais juste donner un peu de contexte géographique pour comprendre où cela se situe et comment cela fonctionne. Si on part de là, j'ai apporté avec moi une image que j'ai achetée dans un temple. Ce sont les 18 principaux Maharishi, les principaux Siddhara Tamouls, comme on les appelle. En réalité, il y en avait des centaines, pas seulement ces 18, mais ce sont les plus importants. Quand on fait une lecture dans le sud de l'Inde, au Tamil Nadu, par opposition au nord, ce qui est aussi important, mais je n'entrerai pas dans les détails avec les lectures de Bhrigu, nous nous concentrons sur les lectures de Maharishi Agastya et de ses compagnons Siddhara. La plupart d'entre eux ont dit, en méditation, qu'Agastya lui-même est un peu le grand-père, le patriarche de tout cela. C'est lui qui a écrit le plus de feuilles. Et ce n'était pas seulement un Siddhara, mais aussi l'un des Saptarishi, les 7 grands sages de la tradition indienne. Il était astronome, astrologue, guérisseur, connaissait très bien l'Ayurveda et bien d'autres choses. Et il s'est également connecté aux archives akashiques pour écrire les feuilles Nadi pour nous. Cela s'est passé à Vaiteswaran Koil, et toutes les villes autour de cette zone constituent le centre de cette tradition. C'était il y a 1000 ans ? Eh bien, pour Saint Agastya, il n'existe aucun document écrit, il faut le savoir. Mais la légende situe son époque entre 5 et 7000 ans. Et cela va jusqu'à environ 1000 ans pour les plus récents sages. Donc même les plus récents ont au moins 1000 ans. Et pour résumer en une phrase simple, c'est un cadeau de ces Maharishi, et Maharishi signifie grand sage, Maha veut dire grand, Rishi sage, c'est un cadeau à l'humanité. Et si on devait résumer en une phrase pourquoi une lecture peut aider n'importe quelle âme qui se sent attirée par cela, c'est pour aider les vieilles âmes, j'explique ce terme, à créer une meilleure trajectoire de vie après la lecture. C'est ça, en une phrase, l'intérêt pour celui qui cherche. Améliorer la trajectoire de sa vie, quoi que améliorer signifie pour lui. Pour moi, cela voulait dire ne plus finir à l'hôpital. C'était mon objectif numéro 1. Ne plus avoir de tuyaux dans la gorge, ni d'aiguilles dans les veines. Et ces feuilles ont été écrites spécifiquement pour les vieilles âmes, c'est-à-dire pour aider ces âmes à atteindre la ligne d'arrivée. Le but ultime pour nous tous, toutes les âmes, est d'atteindre le moksha. Moksha signifie la libération du cycle apparemment sans fin des naissances et renaissances, appelé samsara. Nous voulons tous atteindre le moksha, en finir avec ce cycle de mort et de renaissance, être enfin libre, unis à la source éternelle, tremper nos orteils dans le sable d'une plage et boire une pina colada sous un palmier. Ah, le bonheur, voilà, c'est ça. Ainsi, les Maharishi aident les très vieilles âmes, c'est-à-dire les âmes qui vivent leur dernière vie ou leur avant-dernière vie, ou encore celles qui sont revenues volontairement, déjà libérées, ayant déjà atteint le moksha, mais assez folles, je dis ça avec humour, pour revenir volontairement sous forme humaine afin d'aider l'humanité. On appelle ces âmes des âmes re-moksha, des voyageurs du temps, des travailleurs de lumière. Elles sont revenues de leur plein gré. Toutes les autres, celles qui vivent leur dernière ou avant-dernière incarnation, ne sont pas ici volontairement, car nous sommes pris dans ce cycle appelé samsara. Les Maharishi aident donc ces vieilles âmes à atteindre le moksha sur leur ligne d'arrivée, comme un petit coup de pouce final. Et je dois prendre un peu de recul pour remettre cela en perspective. Il existe 4 yugas. Yuga n'est pas yoga. Yuga désigne de grandes périodes de temps, immenses, qui durent des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Elles sont comparables aux saisons, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Nous sommes actuellement dans le Kali Yuga. Le Kali Yuga correspond à l'hiver, au temps difficile. Mais heureusement, nous sommes à la fin du Kali Yuga. Nous ne savons pas exactement quand il prendra fin et quand nous entrerons dans le Satya Yuga, l'âge d'or. La différence entre ces 4 périodes est que dans le Kali Yuga, seulement 25% des âmes suivent le chemin juste, le dharma. La minorité, ces 25%, essaie de faire le bien et de rester sur la voie juste. Les 75% restants ne le font pas. Ils poursuivent le pouvoir, l'argent, l'accumulation de richesses, les guerres et tout le reste. Nous, les éveillés, ces 25%,
devront aider à faire traverser le Kali Yuga à l'ensemble de l'humanité. Pour que nous puissions tous atteindre le Satya Yuga, c'est-à-dire un état de bonheur généralisé, où nous serons tous sur la voie juste. Il n'y aura plus de guerre, plus de jalousie, plus d'envie, ni d'accumulation absurde de richesses inutiles. Et pour aider ces 25%, les vieilles âmes parmi eux, car on peut faire partie des 25% sans être une vieille âme, les Maharishi ont laissé ces enseignements. On peut être sur la voie juste sans être une vieille âme, bien sûr. On peut atteindre l'illumination dans cette vie, mais ce n'est pas la même chose que la libération et le moksha. Il faut bien distinguer les deux. Ainsi, les Maharishi ont écrit ces feuilles, ces messages, ces lignes directrices, cette boussole, ce plan de vie pour les vieilles âmes parmi les 25% qui sont déjà sur le chemin juste, afin qu'elles puissent faire encore plus de bien. Et en créant une meilleure vie pour elles-mêmes, elles aident aussi les autres à améliorer la leur, et par un effet de propagation, elles contribuent à rendre l'univers meilleur pour nous tous. Dans ma lecture, il était mentionné que c'était mon avant-dernière réincarnation avant le moksha. Je me suis alors demandé si c'était réellement quelque chose de figé, écrit à l'avance, et je pense que beaucoup de personnes doivent se poser exactement la même question. Si vous faites une autre lecture dans le futur, car on peut en faire plusieurs, pas seulement une ou deux, moi-même j'en ai fait plusieurs, lors d'une lecture ultérieure, il est possible que ce soit votre dernière vie. Vous pouvez sauter une étape, vous pouvez passer directement. Rien dans une lecture n'est gravé dans la pierre, absolument rien. Ce ne sont que des lignes directrices à partir du point de vue du moment où vous faites la lecture. Autrement dit, à partir de l'instant précis où vous avez fait votre lecture, c'est une photographie de votre futur potentiel. Mais rien dans la vie n'est figé. Tout est quantique, tout est en mouvement. Donc, même s'ils vous disent que vous êtes en chemin vers le moksha, que c'est votre dernière vie, vous pouvez encore tout gâcher en faisant quelque chose de stupide, parce que vous avez le libre arbitre et le choix. Tout à coup, je ne sais pas, vous tombez dans la drogue, vous volez, vous tuez quelqu'un. Enfin bref, vous pouvez saboter tout ça. Donc ce n'est pas parce qu'on vous dit « c'est votre dernière vie » que tout est acquis. Ça veut simplement dire « merveilleux, vous êtes sur la trajectoire pour atteindre le moksha ». Mais vous devez encore en faire une réalité en continuant sur le chemin que vous suiviez avant la lecture. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous asseoir et dire « super, je vais atteindre le moksha » et ensuite commencer à jouer, à faire n'importe quoi et à prendre de mauvaises décisions. Et là, tout d'un coup, vous n'y êtes plus. Parce que si vous refaites une lecture après avoir fait n'importe quoi, ils peuvent très bien vous dire « Oh, il n'y a plus de feuilles pour vous », car vous ne faites alors plus partie des dernières incarnations. Vous pouvez tout gâcher, c'est possible. Est-ce que c'est probable ? Non, bien sûr. Mais c'est essentiel de comprendre, et je dois l'expliquer au public, que vous avez le libre arbitre et le choix. Même si j'ai déjà eu la chance d'en voir lors de ma propre lecture, vous avez eu la gentillesse d'apporter avec vous un bundle physique pour cette interview, afin que mon audience puisse voir à quoi cela ressemble réellement. Si l'on pense aux Maharishi qui vivaient il y a des milliers d'années, à cette époque, il n'y avait pas de papier. Ils ont donc dû trouver un moyen de préserver le savoir pour les générations futures. Ils ont levé les yeux et ils ont vu. Mon Dieu, ce que nous avons en abondance, ce sont des palmiers avec d'énormes feuilles. Pas les petits palmiers qu'on connaît dans le sud de la France ou en Californie. Ceux-là ont des feuilles gigantesques, vraiment immenses. Alors ils les découpaient en morceaux d'environ 10 pouces, soit 20, 25, 30 cm. Ce n'était pas standardisé. Certaines feuilles étaient plus courtes, d'autres plus longues, et d'environ 2 à 4 cm de large, soit à peu près 2 pouces. Ensuite, ils utilisaient un outil pointu pour graver les informations en tamoul ancien. Aujourd'hui, on parle le tamoul moderne, mais à l'époque, c'était un tamoul ancien appelé granta. Et en séchant, le message apparaissait. C'est ainsi qu'ils ont conservé ces feuilles. Et donc, je vous ai apporté un bundle, pour que vous puissiez en voir un. On appelle ça un Booker Bundle, parce qu'on dit « Oh, c'est un livre écrit par Agastya ». Agastya, c'est le sage que je t'ai montré tout à l'heure, ou bien un livre écrit par Maharishi Vasishta, ou n'importe quel autre sage de cette époque. À mes débuts, j'avais un véritable bundle physique entre les mains. Et je disais toujours, quand je le montrais aux gens, « Regardez, c'est un vrai bundle.
Les feuilles ont 200-300 ans, alors ne touchez pas. Et qu'est-ce que les gens font? Ils touchent. Et je n'en pouvais plus de ça. Alors on l'a simplement reproduit en plastique, donc ça, c'est une version de démonstration. C'est un bundle original, avec de vrais messages gravés sur les feuilles, mais les gens peuvent le toucher sans problème. Ça ne change plus rien. Voilà à peu près la taille, à quelques centimètres près. Ça peut être plus long, ça peut être un peu plus court. Il peut y avoir jusqu'à 108 feuilles individuelles dans un livre. En général moins, parce qu'avec le temps, elles se désintègrent. Elles sont retirées quand leur durée de vie est terminée, quand il n'y a plus de messages dessus. Donc aujourd'hui, en moyenne, un bundle contient entre 40 et 60 feuilles. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que les âmes similaires voyagent ensemble, dans un même livre ou un même bundle. Des âmes similaires. Ce qui définit cette similarité, c'est la catégorie de votre empreinte digitale. Revenons quelques milliers d'années en arrière. À l'époque, les gens ne savaient ni lire ni écrire. 99% de la population ne savait pas lire ni écrire. Seule l'élite le pouvait. Les rois, les reines, les dynasties, les prêtres. Donc les Maharishi, dans leur sagesse, se sont demandé comment relier une feuille, un livre, un bundle, à une âme individuelle qui ne sait ni lire ni écrire. La réponse, l'empreinte du pouce. C'est l'une des caractéristiques les plus uniques de l'être humain. On ne peut pas les confondre. Pour les hommes, le pouce droit. Pour les femmes, le pouce gauche. Et pour les personnes transgenres, car nous en avons déjà eu des dizaines dans nos lectures, c'est le sexe à la naissance qui compte. Donc le secret de tout cela réside dans votre empreinte digitale. Il existe environ 2000 types de catégories d'empreintes, mais seulement 108 de ces catégories possèdent réellement des feuilles, donc des bundles. Je fais ça depuis longtemps, et notre institut a dû faire, je ne sais pas, peut-être 10 000 lectures. Personnellement, je n'ai rencontré qu'environ 50 ou 60 catégories différentes. Nous n'avons pas encore vu les 108. Certaines sont très courantes, d'autres très rares. Mais si vous avez la même catégorie d'empreinte digitale, vous voyagez dans le même bundle. Et pour chaque catégorie, il existe des milliers de bundles, pas seulement un ou deux, beaucoup. Je ne sais même pas combien il y en a. Et attention, je parle de vrais bundles. Je vais en Inde tout le temps. Je suis impliqué dans ce savoir sacré depuis des années. J'y ai consacré ma vie. Et je dois être honnête. Environ 80% de tout ce qui existe autour des lectures est faux. Il faut vraiment faire attention pour trouver un lecteur authentique. Ce n'est pas facile. Il y a des gens partout prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent rapide. Il faut être extrêmement vigilant. Je passe énormément de temps à sélectionner des lecteurs sérieux. Beaucoup viennent me voir en disant « Je veux rejoindre ton institut ». Mais je ne les accepte pas facilement. On les teste. Pour revenir au bundle, ils ont traversé le temps. Comme les moines en Europe qui recopiaient les anciens livres sur de nouveaux quand ils commençaient à se détériorer, la même chose se passe en Inde. Les prêtres et lecteurs recopient les anciennes feuilles sur de nouvelles feuilles. C'est ainsi qu'un message peut survivre 2000 ou 3000 ans. Car une feuille, physiquement, a une durée de vie de 100 à 300 ans, pas plus. Ensuite, elle se désintègre. Humidité, chaleur, inondation, incendie. Ces bundles sont généralement conservés par des lecteurs issus d'une caste nadi. 95% d'entre eux sont dans des bibliothèques privées. Quand on pense archives, on imagine sécurité, climatisation, vitrine. En réalité, en Inde, c'est souvent juste un trou dans un mur. Littéralement. Une petite pièce à l'arrière d'une maison, appartenant à une dynastie de lecteurs nadi, avec 200, 500, 1000 bundles. Le savoir se transmet de génération en génération. Arrière-grand-père, grand-père, père, fils, petit-fils. Le système des castes a officiellement été aboli en Inde. Mais dans les faits, il existe toujours. Je te garantis qu'en 10 secondes, un Indien sait exactement dans quelle caste se situe l'autre. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne vient pas de la caste nadi peut être formé. Avant, c'était impossible. Il existe aussi des archives officielles gérées par l'État,
le gouvernement fédéral ou les municipalités. Je pense les avoir toutes visitées. Elles sont grandes, mais elles ne contiennent pas forcément que des Nadi Shastra. On y trouve aussi des textes juridiques, de l'Ayurveda, de l'astronomie. Donc pas forcément des contenus spirituels. Les bundles de Nadi Shastra sont principalement détenus par des particuliers. Et il y a énormément d'archives, vraiment beaucoup. Ne me demande pas combien, parce que je n'en ai aucune idée. Peut-être des milliers, vraiment beaucoup. Alors concrètement, comment se déroule une recherche pour que les gens comprennent bien le processus quand quelqu'un fait appel à vous? C'est un système en 3 étapes. D'abord la recherche des bundles, ensuite l'identification de la feuille à l'intérieur du bundle, et enfin la lecture de la feuille. Donc 3 étapes, recherche, correspondance, lecture. La recherche se base uniquement sur la catégorie de ton empreinte de pouce. Pour les hommes, pouce droit. Pour les femmes, pouce gauche. C'est tout. Tu soumets donc ton empreinte. Et d'ailleurs, si tu le fais avec notre institut, nous t'envoyons un formulaire d'empreinte. C'est très simple. Tu poses le formulaire sur une surface plane et tu appliques ton pouce bien droit. Aucun mouvement de roulement. Tu descends et tu remontes verticalement, le plus proprement possible. Tu mets autant d'empreintes que possible sur le formulaire. Tu coches ton genre, homme ou femme, et ton pays de naissance. Et c'est la seule information dont le lecteur a besoin. C'est déjà une grande différence avec l'astrologie védique, qui se base sur l'heure et la date de naissance. Le Nadi ne fonctionne pas comme ça, pas du tout. Tout est écrit ici au moment de ta naissance. C'est donc très différent. L'empreinte est essentielle. Une fois que tu as soumis ton empreinte, soit en ligne via notre serveur sécurisé, soit en personne avec un lecteur, il regarde ton empreinte à la loupe, littéralement avec une loupe, identifie ta catégorie, puis il part à la recherche physique. Aucun ordinateur, aucun registre, rien de numérique. Il va dans sa propre archive. S'il a déjà un bundle qui correspond à ta catégorie, c'est simple, une journée de travail, terminée. Mais en général, ce n'est pas le cas. Il va alors chez son voisin, puis un autre, puis dans le village d'à côté. Il monte sur son vélo, si c'est trop loin, sur son scooter. Et si c'est encore plus loin, il prend un bus public et voyage 2 heures jusqu'à une autre ville pour voir s'il peut trouver un bundle correspondant à ta catégorie d'empreinte. Aujourd'hui, bien sûr, on a aussi des agents. Ils appellent quelqu'un à 5 heures, 10 heures de route, et lui demandent « Est-ce que tu peux regarder dans tes archives si tu as un bundle pour ce type d'empreinte ?» Donc la technologie aide un peu, mais en réalité, la recherche reste totalement physique. Et comme il n'y a pas d'ordinateur, je dis toujours, une fois que la recherche commence, il faut être patient. En moyenne, cela nous prend entre 3 et 5 mois pour trouver un bundle. Si on a de la chance, ça peut être en un jour. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais je ne veux pas le promettre, parce que sinon, on va nous écrire tous les jours « Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé ?» Donc soyez patient. Quand on le trouve, on vous envoie un email pour vous dire que votre bundle a été trouvé. Concrètement, sur 100 personnes qui vous contactent, combien arrivent vraiment à obtenir une lecture? Quel est le taux de réussite? Environ 80% de chances de succès. Et là, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans le sujet, si tu veux. Je me suis rendu compte que le temps n'est pas comme nous le percevons. L'humanité perçoit le temps comme quelque chose de linéaire, passé, présent, futur. Mais j'ai fait beaucoup de méditation, des moments de silence, et j'ai aussi pris des médecines chamaniques au fil des années pour aller plus profondément. Et j'ai réalisé, parce que je l'ai vécu, qu'il existe un état où il n'y a plus aucune pensée, absolument aucune pensée. Ce n'est pas facile à atteindre. C'est simple, mais pas facile. Ou facile, mais pas simple. Avec l'aide chamanique, ça dure un peu plus longtemps. Seul, ça dure moins. Parce que dès que tu réalises que tu es dans cet état, tu penses « Oh mon Dieu, je suis dans un univers sans pensée. » Et hop, tu penses, donc tu en sors. Mais quand tu y es vraiment, et que tu laisses faire, tu réalises que le temps n'est pas linéaire. Nous sommes tous un. Tout se passe en même temps. Est-ce que je peux le prouver? Non. Je ne peux que partager mon expérience. Et en réalisant que tout se passe en même temps, il n'y a en réalité ni passé, ni présent, ni futur. Et finalement, toi, le chercheur, parmi toutes les personnes qui entendront cette interview, je ne sais pas combien, tout le monde ne va pas s'inscrire, que ce soit via nous ou en allant en Inde par ses propres moyens.
Seule une petite minorité finira par faire une lecture, ceux qui sont prêts à recevoir. Les autres ne feront même pas la démarche. Car le point de départ de tout, c'est la pensée. Vraiment. Certains d'entre vous pensent peut-être en ce moment « Oh waouh, j'aimerais bien faire une lecture ». Donc c'est déjà entré dans votre conscience. Ensuite, vous passez à l'acte et vous amenez cela dans la réalité en envoyant votre empreinte de pouce. Et à partir du moment où vous posez cet acte concret, physique, vous créez une nouvelle trajectoire pour vous-même, parce qu'il y a un besoin. Vous cherchez un conseil, vous cherchez une ligne directrice, vous cherchez une boussole, et alors, elle se crée pour vous. Et si je vais encore plus loin, encore plus profondément, une fois que vous êtes dans cet état où il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur, j'ai aussi réalisé qu'il n'y a plus vraiment de « toi, Roy », ni de « moi, Dr. Q ». Nous sommes tous un, vraiment. Tout est un. Nous sommes simplement différents doigts de la même source. Et nous voulons tous faire l'expérience de la vie et nourrir cette source par nos expériences. Quand on réalise que nous sommes tous un, on ne peut plus faire de mal à quelqu'un d'autre. Nous sommes un. Comment pourrais-je me faire du mal à moi-même ? Mais si nous sommes tous un, cela veut dire que lorsque tu envoies ton empreinte de pouce aujourd'hui, en 2026, en réalité, en même temps, il y a 2000 ans, 3000 ans, Maharishi écrit déjà la ligne directrice pour toi, afin que toi, dans ta réalité actuelle, tu puisses recevoir un guide pour créer une meilleure trajectoire de vie. Et si on pousse encore plus loin, maintenant que nous avons compris que nous sommes tous un, cela signifie que lorsque tu envoies ton empreinte aujourd'hui à Roy, pour que Maharishi Agastya écrive ton message il y a 5000 ans, en réalité, c'est toi qui écris ton propre message, à travers la manifestation humaine d'Agastya pour t'aider, dans cette incarnation en tant que Roy, à créer une meilleure trajectoire de vie. Je sais, c'est vertigineux et difficile à intégrer, mais c'est ma croyance. Revenons maintenant au concret. Une fois le bundle trouvé, il l'apporte au bureau. Si tu étais en Inde, le lecteur t'appellerait en disant « Hé, viens à mon bureau, j'ai trouvé un bundle pour toi ». Dans notre cas, on t'envoie un email disant « Félicitations, nous avons trouvé un ou plusieurs bundles pour vous, nous les avons ramenés au bureau ». Ensuite, tu fais ton matching et ta lecture en une seule session, en visioconférence, Zoom dans notre cas. Il y a le lecteur, qui ne parle que tamoul, vraiment. Comme il ne parle que tamoul, ou tamoul ancien, il y a un interprète qui traduit du tamoul vers l'anglais ou le English. Et, d'après mon expérience depuis le premier jour, nous avons aussi un modérateur occidental, une troisième personne, pour t'aider à comprendre l'accent indien, mais surtout pour t'accompagner du début à la fin, te rassurer, t'expliquer et te dire au revoir à la fin. Le matching et la lecture se font donc en une seule session, avec une pause entre les deux pour que tu puisses prendre un café, un thé, aller aux toilettes, puis on reprend pour la lecture. Donc l'étape 2, c'est le matching. Comment ça fonctionne ? Rappelle-toi, la feuille est écrite dans une langue morte appelée Granta ou Tamoul ancien. Le Tamoul ancien et le Tamoul moderne sont des langues syllabiques, basées sur les sons, contrairement aux langues occidentales comme le français, l'anglais ou le persan, qui sont basées sur les lettres A, B, C, D. Le tamoul est une langue sonore, syllabique. Si on devait la transcrire avec notre alphabet occidental, il faudrait environ 247 lettres, beaucoup plus que dans nos alphabets habituels. Deuxièmement, c'est une langue morte. Elle n'existe plus telle qu'elle. Troisièmement, c'est écrit sous forme de poème, pas en prose. Aucune feuille ne dit simplement « cette feuille appartient à Roy, sa mère s'appelle… » Ce serait génial si c'était aussi simple, mais ce n'est pas le cas. C'est donc un poème. Et si tu tombes sur un Shivanadi, c'est une conversation poétique entre Shiva et son épouse Parvati. Question, réponse, réponse, question, etc. C'est complexe. Et pour couronner le tout, c'est écrit en symboles, en code. C'est compressé et ça doit être décodé et déplié par le lecteur. Très complexe. Donc toi, le chercheur,
tu dois aider le lecteur à décoder correctement. Si vous êtes marié au moment du matching, vous dites oui. Si vous ne l'êtes pas, vous dites non. Donc les seules réponses à donner à ces affirmations, ce ne sont pas des questions, ce sont des affirmations, sont oui ou non, vrai ou faux, correct ou incorrect. Pas besoin d'ajouter la moindre information. Imaginons que vous soyez en plein divorce et que l'affirmation soit « vous êtes marié ». Vous devez répondre « oui » parce que vous êtes toujours marié légalement. Inutile de dire « oui, je suis marié, mais je divorce ». C'est hors sujet. Vous comprenez ? Donc vous dites simplement « oui ». Si vous répondez « oui » à une affirmation, il reste sur la feuille et il va plus loin. Vous avez 2 enfants. Oui. Un fils et une fille. Oui. Vous avez 3 frères et sœurs. Oui. Et ainsi de suite, il approfondit. Si vous dites non à une affirmation, vous avez 2 enfants, non, alors ce n'est pas votre feuille. Il passe à la suivante et recommence. Mais il y aura un moment où vous direz oui à toutes les affirmations. Et avant d'y arriver, il est aussi important de comprendre que, comme c'est une langue syllabique, certaines lettres auxquelles nous sommes habitués dans l'alphabet occidental partagent le même symbole. Il faut donc savoir la décoder dans la bonne direction. Par exemple, il pourrait dire « La deuxième lettre de votre prénom est A, E, I, O ou U ». Je simplifie bien sûr. Dans votre cas, Roy. Vous allez répondre « oui » parce que c'est un O. Et ensuite, il demandera « laquelle » parce que le symbole indique seulement A, E, I, O, U. Donc vous devez aider le lecteur à verrouiller la bonne lecture. Vous dites « c'est un O ». Très bien. À partir de là, il sait comment lire le message codé. Et au bout d'un moment, vous finissez par répondre oui à tout. Oui, 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 oui. Et là, soudainement, bam, il dira « Votre nom est Roy. Le prénom de votre mère est. Celui de votre père est. Votre date de naissance est. Votre heure de naissance est. » Toutes ces choses, c'est magique, c'est bouleversant. Je le sais parce que j'ai vécu exactement la même chose. Je m'en souviens très bien. Il a dit « Le prénom de votre père est Siavash ». Je n'en revenais pas. Ce type n'avait jamais entendu ce prénom de sa vie. Siavash est un très vieux prénom perse. Puis, le prénom de votre mère est Gisela, un vieux prénom allemand aussi. J'étais complètement soufflé. Et si ça sonne comme bam badoum badoum, c'est parce que les lecteurs sont formés à transmettre le message de façon poétique. Leur manière de parler a déjà une fonction thérapeutique. L'intonation, le rythme, tout le processus de matching et de lecture est pensé comme une séance de guérison par les vibrations. C'est subliminal, inconscient, mais ça aide à rééquilibrer vos énergies. Je ne parle pas tamoul, donc moi j'entendais juste ce rythme. Bam, badoum, badoum. Bam, badoum, badoum. Votre nom est. Le prénom de votre mère est. Et ça, c'est ce qu'on appelle le matching. Vous savez que c'est vous parce que les Maharishi, dans leur sagesse ancienne et puissante, ont voulu convaincre l'ego de Roy, dans son incarnation actuelle, d'accepter que cette feuille est bien la sienne. Ils ont donc inscrit des informations sur vos parents, vos enfants, votre conjoint, votre vie actuelle, pour que vous puissiez dire « Ah oui, c'est moi ». Et à partir de là, il n'y a plus aucun doute. Et pour les sceptiques qui nous écoutent, parce que je sais que tu étais un expert en IT avant, il nous arrive parfois de recevoir des emails disant « Comment puis-je vous faire confiance ? Vous hackez la sécurité sociale, vous hackez ceci, cela. » Et moi je réponds « Si vous ne pouvez pas faire confiance à ce processus, alors ne le faites pas. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Soit vous l'acceptez, et c'est très bien, soit vous ne l'acceptez pas, et c'est très bien aussi. Ce n'est simplement pas pour vous. Je peux vous garantir qu'il n'y a ni le temps, ni l'argent, ni l'énergie pour engager une armée de hackers afin de deviner qui est la personne qui fait une lecture. Ça n'aurait aucun sens, ni pour moi, ni pour le lecteur. Le lecteur doit parfois voyager 1 heure pour venir au bureau parce qu'il n'a pas Internet chez lui. Certains n'ont même pas de toilette dans leur maison. Vous pensez vraiment qu'il passe 5 minutes ou même 30 secondes à enquêter sur vous avant de venir ? Ce n'est tout simplement pas réaliste. Donc appelons ça simplement le matching ou correspondance. Et là tu te dis « Waouh, ils ont trouvé mon nom !»
C'est un moment magique. Je le sais, je m'en souviens très bien. J'étais à ta place aussi, comme si c'était hier. Et ensuite vient la lecture. Et ça, c'est déjà le plus grand cadeau que je puisse te faire comprendre. La lecture est un guide, une boussole pour ta vie. Aucune vie n'est écrite dans la pierre, ni même sur une feuille de palmier. Ce n'est pas possible. Ce tout était figé, alors toi et moi ne serions que des marionnettes. Moi, je crois profondément au libre arbitre et au choix. La lecture est donc une ligne directrice que tu peux utiliser pour créer une meilleure vie pour toi-même. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Elle est là pour te montrer, est-ce que tu es sur la trajectoire du moksha ou est-ce que tu t'en éloignes? Dans les deux cas, accueille-le pleinement. La lecture n'est pas faite pour te faire sentir spécial, élu ou VIP, parce que nous le sommes tous. Le vrai cadeau s'appelle la vie. Nous sommes ici pour l'expérimenter. Ce que tu en fais, consciemment, c'est ça qui te rend unique. Choisir la voie juste, aider les autres, être honnête, ou au contraire, poursuivre le pouvoir, l'argent, le contrôle. Dans les deux cas, c'est un choix. Et donc la lecture te donne une photographie du futur potentiel, depuis le point de vue du moment où tu la reçois. Tu peux créer une meilleure vie pour toi-même. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. La lecture est là pour te montrer. Regarde, est-ce que tu es sur la trajectoire du moksha ou est-ce que tu t'en éloignes? Dans les deux cas, accueille-le de tout ton cœur. La lecture n'est pas faite pour te faire sentir spécial, élu ou VIP, parce que nous sommes tous des VIP. Nous sommes tous choisis. Le véritable cadeau s'appelle la vie. Nous sommes ici pour l'expérimenter. Ce que tu en fais te rend unique, parce que tu le fais consciemment. Je veux être sur la voie juste. Je veux aider les gens. Je veux être honnête. Tout cela, par opposition à « je me fiche des autres, je veux l'argent ». Je veux le pouvoir et tout le reste. Là encore, c'est un choix. Crois-moi, c'est toujours un choix. Nous avons toujours une chance. Donc la lecture te donne une photographie du futur, depuis le point de vue du moment où tu fais ta lecture. Je l'ai compris de manière très intuitive quand j'ai fait la mienne. Je voyais le lecteur comme mon copilote. Il est à côté de moi, il regarde la feuille, la décode et me dit « Dr Q, regardons ton futur depuis le point de vue d'aujourd'hui vers un futur possible. C'est de la physique quantique. Tout est ouvert. Est-ce que tu aimes cette trajectoire depuis aujourd'hui jusqu'au moment où il n'y a plus rien d'écrit sur la feuille? Tu l'aimes? Magnifique. Alors fais tout ce que tu peux pour en faire ta réalité et atteindre le moksha. Tu ne l'aimes pas? Magnifique aussi. Cela veut dire que c'est une bénédiction déguisée. On t'a montré des blocages qui étaient déjà présents dans ta vie avant la lecture, mais dont tu n'avais peut-être pas conscience. Maintenant, le lecteur te montre ces blocages. Blocages karmiques, blocages planétaires, blocages générationnels, blocages familial, peu importe lequel. La lecture n'est donc pas édulcorée, pas du tout. Elle te montre le bon, le mauvais et le laid. Si c'est bon, tant mieux. Cela veut dire que c'est une bonne période pour écrire un livre, changer de carrière, trouver un partenaire, développer ton entreprise, peu importe. C'est une période favorable. Mais ce que tu en fais reste, encore une fois, une question de libre arbitre et de choix. Tu dois quand même écrire le livre pour qu'il existe. Même si toutes les étoiles sont alignées, si tu n'écris pas, il n'y aura pas de livre. Tu comprends? Tu dois quand même agir. Et si c'est mauvais ou difficile, accueille-le aussi de tout ton cœur comme une bénédiction déguisée. Parce que maintenant tu connais le blocage, quel qu'il soit. Dans mon cas, c'était la santé. Toujours à l'hôpital ou cloué au lit. J'ai eu le Covid 14 fois. Je te jure, c'est fou. Parce que mon système immunitaire est très faible. Donc si c'est mauvais ou dur, c'est en réalité une bénédiction déguisée. Parce que pour chaque blocage identifié dans ta lecture, les Maharishi, dans leur grande sagesse, ont écrit un remède dans ta feuille. Et même si le secret de tout cela réside dans ton empreinte de pouce, la vraie puissance de la lecture se trouve dans les remèdes. On les appelle les pujas. La lecture commence donc à l'instant précis où tu fais ta lecture. Nadi, rappelle-toi, le moment exact dans le temps. Et elle se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'écrit sur la feuille.
Certaines personnes ont peur. Elles disent « Oh, je ne veux pas savoir quand je vais mourir. » Mais ce n'est pas la fin de ta vie. C'est la fin du message pour aujourd'hui. Cela peut aller jusqu'à 75 ans, 78 ans, 82 ans, peu importe. Tu dois quand même être proactif pour atteindre 82 ans. Si tu te mets à fumer et boire tous les jours, tu partiras peut-être à 75 ans. Mais du point de vue du moment de la lecture, le message va jusqu'à 82 ans. Je peux prendre l'exemple d'un très cher ami à moi, le révérend Bill McDonald, qui vit à Elk Grove, près de Sacramento, en Californie. Il a eu 2 lectures. Il a passé beaucoup de temps en Inde, il a même dirigé un ashram. Il a fait la guerre du Vietnam. Il a aujourd'hui 80 ans. Il a subi plus d'opérations que moi et passé énormément de temps à l'hôpital. Sa première lecture, il l'a eue vers 50 ans, donc il y a environ 30 ans. La lecture s'arrêtait à 70 ans. Il savait que ce n'était pas la fin de sa vie, mais la fin du message. Puis, il y a 5 ou 6 ans, on s'est rencontrés à nouveau grâce à ce que je fais. Il a fait une 2e lecture via notre institut, et j'étais le modérateur. Il avait environ 75 ans. La lecture allait jusqu'à 90 ans. Ils lui ont dit « Tu as encore beaucoup de livres à écrire, beaucoup de voyages à faire, beaucoup d'amour à transmettre au monde. » Il a compris que c'était maintenant la nouvelle ligne directrice, depuis le point de vue d'aujourd'hui, jusqu'à ses 90 ans. Il sait qu'il a encore beaucoup à faire, mais il sait aussi qu'il doit agir. Il doit s'asseoir et écrire ses livres. Il doit encore prendre l'avion pour aller donner des conférences, en Angleterre ou ailleurs. Mais il sait qu'il est sur la bonne voie. Et ça change tout. C'est une boussole, c'est un plan de route pour toi. Ce que tu en fais dépend entièrement de toi. C'est très, très, très important. Donc la lecture repose sur 3 aspects au moment où tu la fais. Tout d'abord, il y a la seule constante de ta vie, ton empreinte de pouce, ton type de catégorie d'empreinte. C'est comme ta base, ton empreinte génétique, ton fil rouge dans la vie. La seule chose que tu ne peux pas changer dans une lecture, c'est ton type d'empreinte de pouce. C'est toi. Certains types d'empreintes sont plus faciles, d'autres un peu plus difficiles. Et toi, Roy, quand tu as fait ta lecture, tu avais environ 50 ans. Donc tu étais assez mûr pour regarder ton passé et reconnaître ce fil rouge. Pourquoi certaines choses se sont passées comme elles se sont passées, en lien avec ton empreinte. C'est ta constante dans la vie. Ni bonne, ni mauvaise, elle est simplement là. Les 2e et 3e aspects, eux, changent tout le temps. Le 2e aspect dépend de tes énergies, pas de ton humeur. Que tu aies bu ton café du matin ou pas, que tu te sois disputé avec ton conjoint ou pas, ça, c'est ton humeur. Les énergies, selon notre système, changent tous les 6 mois. Donc elles évoluent en permanence. Et le 3e aspect dépend des planètes et de leurs constellations, parce qu'elles ont aussi un impact sur nous, et parce qu'il y a des codes directs, des symboles des étoiles et des planètes sur ta feuille. Donc à partir de ces 2 éléments qui changent constamment, et de la seule constante, ton type d'empreinte, le lecteur décode la feuille par bloc de 2 à 3 ans, depuis le moment de ta lecture, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'écrit sur la feuille. Et comme je l'ai déjà dit, la lecture ne doit pas être prise au pied de la lettre, surtout pas. C'est une ligne directrice pour t'aider. Tu as toujours le libre arbitre et le choix. Tu peux soit tout gâcher, soit remettre ton navire dans la direction que tu veux, sur la voie juste. Tu as le libre arbitre et le choix tous les jours. Café ou thé le matin, tourner à gauche ou à droite, être gentil ou pas, répondre calmement ou s'énerver. Nous avons le pouvoir. Donc les remèdes, qu'on appelle les pujas, sont la seule partie de ta lecture, et en réalité la plus puissante, qui doit être prise mot pour mot. Tu dois les faire exactement comme prescrit, et dans l'ordre prescrit. Et je t'ai expliqué pourquoi. Puja, littéralement, signifie cérémonie de prière ou acte rituel. Cela peut être soit un mantra dédié à un dieu ou une déesse de l'hindouisme, soit une action concrète, donner aux pauvres, nourrir les nécessiteux, nourrir une vache, un veau, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est soit un mantra, soit quelque chose de physique. Mais en termes occidentaux, pour que ce soit plus clair, c'est un exercice de rééquilibrage énergétique. C'est exactement ça.
Je t'ai déjà expliqué que, selon moi, le temps n'est pas linéaire. Tout est un et tout est énergie, manifestée de différentes façons. Si tu as de l'argent dans ta poche, l'énergie circule. Si tu as un bon partenaire, l'énergie circule. Si tu es en bonne santé, l'énergie circule. L'ordinateur que j'utilise pour te parler est de l'énergie manifestée. Notre conversation, tout est énergie. Et la courbe ultime de l'univers, et toi tu es informaticien, donc tu comprendras, en mathématiques, c'est la courbe sinusoïdale. C'est la courbe la plus parfaite de l'univers. Et lorsque les énergies s'en rapprochent, alors ta vie et ses différents aspects deviennent harmonieux. Santé, argent suffisant, alignement avec ce que tu es censé faire. Mais plus on s'en éloigne, plus tout se déséquilibre. Problèmes de santé, problèmes financiers, relations compliquées, etc. Alors, pouvez-vous nous expliquer concrètement comment se déroule le processus de manière pratique ? Bien sûr. Si, après cette interview, vous souhaitez faire une lecture, et merci Roy de nous aider à faire connaître cette sagesse ancienne, nous avons un site, indianpalmleafreading.com. Sur le site, vous verrez un lien du type « I'm ready to start the journey ». Vous cliquez et vous suivez les étapes. Le fonctionnement est le suivant. Vous commencez par payer 100 $, environ 85 €. Je m'excuse auprès de nos amis français, tout est en dollars parce que, légalement, notre institut est basé aux États-Unis et nous y payons nos taxes. Ces 100 $ couvrent la recherche de votre bundle. Après paiement, vous recevez un email avec les instructions pour nous envoyer votre empreinte de pouce. Ensuite, vous prenez un peu de temps pour faire l'empreinte et vous la téléchargez sur un serveur sécurisé. La protection de vos données est très importante pour nous. Nous vérifions ensuite si l'empreinte est lisible. Si oui, nous vous confirmons que c'est bon et vous passez sur une liste d'attente que nous appelons la Next in Line List. La raison est simple. Nous avons énormément de demandes et pour moi, la qualité passe avant la quantité. Actuellement, début 2026, le délai sur cette liste est d'environ 3 mois, parfois un peu plus ou un peu moins. Ensuite, nous vous envoyons un message. Vous passez de Next in Line à la liste active, ce qui signifie que nous lançons réellement la recherche. La recherche active prend en moyenne 3 à 5 mois. Et quand nous trouvons votre bundle, vous recevez un email de confirmation. À ce moment-là, vous payez 400 $ pour le matching et la lecture. Donc, 100 $ pour la recherche, puis 400 $ pour le matching et la lecture. Ensuite, vous choisissez votre créneau. Nous proposons des lectures 7 jours sur 7, environ 340 à 345 jours par an. En général, 2 créneaux par jour, parfois plusieurs lectures en parallèle. Pour nos amis français, 6h45, heure de Paris, ou 12h45, heure de Paris. Nous enregistrons tout. Vous n'avez qu'à être présent et concentré. Nous utilisons aussi le chat pour expliquer au fur et à mesure. Et après la lecture, vous recevez l'enregistrement édité, l'historique complet du chat et les pujas au format PDF, avec les images des divinités concernées. Cela arrive environ 10 jours après la lecture. Une douzaine de chercheurs ont accepté, avec autorisation écrite, que nous publions l'intégralité de leur matching et de leur lecture sur YouTube. Donc, si vous voulez voir comment cela se passe en conditions réelles, rendez-vous sur la chaîne YouTube Indian Palm Leaf Reading Institute et cliquez sur la playlist Readings. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette interview. Merci. Ce fut un plaisir, Roy. Merci beaucoup.